Bonjour Daniel de Montplaisir. Bonjour. Oui, on avait quelques difficultés à vous joindre pour nous parler de Charles-Joseph Bonaparte. Aux éditions Perrin, vous êtes l'invité d'Un jour une histoire. C'est un Français donc qui a inventé le FBI, comme on dit, ou le FBI si on prononce à la française. Oui, tout à fait. Enfin, c'est un Français. Il est né aux États-Unis en 1851. À Baltimore. Il est mort aux États-Unis en 1921. C'était le petit-neveu de Napoléon. Mais il n'a jamais mis les pieds en France. Il est resté toute sa vie complètement américain, sans jamais oublier pour autant qu'il était un Bonaparte. Et donc, c'est comment le resituer par rapport à la dynastie Bonaparte ? Alors, Napoléon avait, vous savez, plusieurs frères. Le dernier était Jérôme, le moins sérieux, si on peut dire. C'est lui qui, en 1802, rêve d'aller se promener aux États-Unis, car les États-Unis sont très à la mode à ce moment-là. Hein, c'est la Constitution américaine, les libertés publiques, l'indépendance de ce grand pays jeune et moderne. Il va aux États-Unis un petit peu pour se promener, et puis contre l'avis de son frère d'ailleurs, qui a préféré qu'il reste en France. Et là-bas, il tombe amoureux. Il tombe amoureux d'une fille de Baltimore, qui est la fille d'un armateur. Il lui fait un enfant, et il crée ainsi, enfin, il se marie avec elle, ils ont un enfant, et il crée ainsi cette dynastie américaine des Bonaparte. Et alors, qu'est-ce qui l'a amené à créer ce qu'on appelle donc le FBI américain, puisqu'on dit la CIA, je vois pas pourquoi on dirait pas FBI. Oui, vous avez raison, on peut tout à fait dire le FBI, puisqu'on dit la CIA, le Bureau fédéral d'investigation. Eh bien, un peu la même idée que Clémenceau, la nécessité d'avoir une police nationale à l'époque où un criminel qui commettait un attentat dans le Maine, vous ne pouviez pas le poursuivre dans le Connecticut, parce que les États-Unis étant, comme vous le savez, un pays fédéral, la police se relevait de chaque État. Mais Charles-Joseph, avant de faire ça, il a une longue carrière. D'abord, il fait des études de droit à Harvard, il devient avocat réputé à Baltimore. Ensuite, il se lance en politique auprès de Theodore Roosevelt, qui était un président qui rêvait de faire des États-Unis une social-démocratie. Il en est nommé par lui d'abord ministre de la Marine, et il met au point la première grande marine puissante de guerre américaine. C'est lui qui achève l'aménagement de Pearl Harbor, qui achève l'aménagement du canal de Panama. Et ensuite, comme c'est d'abord un juriste, il rêve d'être ministre de la Justice, et il devient enfin ministre de la Justice, où là, il fait un certain nombre de choses. D'abord, il lutte terriblement contre les trusts, et notamment contre Rockefeller, et puis, évidemment, la création de cette police fédérale, le FBI, qui n'a pas beaucoup gardé de souvenirs de lui, parce qu'elle a été très marquée par son premier directeur, qui était John Edgar Hoover. Et quelle a été l'idée qui a présidé à la création de cette police, Daniel de Montplaisir ? La nécessité. Alors, Charles-Joseph Bonaparte, comme Roosevelt, il croit à ce qu'ils appellent le bon gouvernement. Ils sont tout à fait d'accord pour que les États-Unis restent un pays de grande liberté, mais la liberté ne doit pas aboutir à la voyoucratie. Or, les États-Unis de la fin du 19e siècle, c'est quand même vraiment le capitalisme sauvage. Il y a énormément de corruption, de vols, d'attentats divers. C'est le Far West également un petit peu à l'Est. Et c'est cette nécessité de moraliser et de rationaliser la société américaine qui le pousse à vouloir une police nationale, comme il voudra également une banque centrale, mais ça, il n'y réussira pas tout de suite. S'appeler Bonaparte aux États-Unis à l'époque, c'était plutôt une chance ? Alors, c'était plutôt une chance, oui. D'ailleurs, lorsqu'il est nommé ministre, les journaux locaux font beaucoup de plaisanteries là-dessus. Il y a des caricatures, on le présente sur le pont d'un bateau en disant, puis quand il est ministre de la Marine, on dit, ben voilà, Bonaparte il va venger Trafalgar de son grand-père. Donc, c'est un nom prestigieux qui intéresse beaucoup les Américains. À un moment donné, on envisage même qu'il devienne le candidat du Parti républicain, ce qui en France amuse Clémenceau, qui dit « Mais qu'est-ce que ça serait drôle d'avoir un président des États-Unis qui s'appellerait Bonaparte ?» Alors justement, est-ce que faire de la politique aux États-Unis quand on a une ascendance française, est-ce possible ? Est-ce souhaitable dans le sens où est-ce que la France n'est pas un contre-modèle à certains égards de ce que les États-Unis représentent, avec un étatisme puissant, alors que les États-Unis se présentent comme une république plus décentralisée ? Oui, alors il faut se remettre dans le contexte de la fin du 19e siècle, n'est-ce pas, lorsque Bonaparte arrive au pouvoir. Vous avez tout à fait raison de le dire, parce que la France a une double image.
C'est l'image du pays qui a aidé les États-Unis à devenir indépendants. C'est également le pays des droits de l'homme, mais c'est aussi le pays des dictatures. Par exemple, Napoléon III est très mal vu aux États-Unis, Oui. parce qu'il y a eu la guerre du Mexique, parce que c'est une nouvelle dictature. Donc le nom de Bonaparte est un nom à la fois ambigu, puisqu'on sait qu'il est cousin de Napoléon III, mais en moyennant quoi ils ne s'entendent pas du tout. Mais en même temps, il y a ce prestige de la culture française également qui reste très fort. On est vraiment dans l'ambivalence. C'est le prestige de la culture française face aux ambitions qu'avait laissé Napoléon III, quand vous avez cité le Mexique, en particulier de prendre pied et de créer une sorte d'empire qui contourne la puissance américaine. Oui, tout à fait. C'est même avec la guerre du Mexique que c'est la seule fois dans l'histoire que des troupes françaises auront affronté des troupes américaines pour dans un combat relativement limité quand même, car très vite Napoléon III a compris que la France ne pouvait pas se lancer dans une guerre contre les États-Unis. Daniel de Montplaisir, dans l'actualité que l'on connaît, qui est celle du lancement des primaires américaines, vous qui vivez aux États-Unis, est-ce qu'il y a une histoire aujourd'hui qui est en train de s'écrire qui n'a plus rien à voir avec celle d'avant ? Oui, quelque chose d'assez formidable, enfin de formidable, hélas dans le sens négatif, est en train de se produire aux États-Unis. Tout se passe aujourd'hui comme si la démocratie américaine, qu'on croyait une démocratie très régulée, très organisée, avec un respect des lois très précis, est en train non pas de voler un éclat, n'exagérons pas, mais qui suscite quand même beaucoup d'inquiétude quand vous voyez un homme comme Donald Trump, dont il faut dire les choses franchement, qui est quasiment un voyou, qui est un homme qui a derrière lui énormément de passifs judiciaires, même s'il est toujours passé entre les gouttes, et qui sera peut-être le candidat républicain à la prochaine élection présidentielle. C'est quelque chose qui était encore impensable il y a 20 ou 30 ans, quand, par exemple, c'était Ronald Reagan qui était président des États-Unis. Mais cela ne boucle-t-il pas, en fait, avec Daniel de Montplaisir, avec l'histoire première des États-Unis, qui est celle du Far West ? En fait, c'est une sorte de retour du Far West, un peu, non ? Écoutez, j'y avais pas pensé comme ça, mais votre réflexion me fait dire, oui, que vous avez peut-être raison, une espèce de retour aux sources, mais aux sources, hélas, plutôt malsaines, et que justement, Charles-Joseph Bonaparte avait essayé, enfin, avait même plus qu'essayé, avait réussi, avait contribué à résoudre en grande partie. Il y avait aussi un engagement religieux chez lui. Alors oui, il y avait un engagement religieux. Il est d'une famille catholique. Harvard est majoritairement protestant. Mais à l'époque où il est étudié à Harvard, il y a énormément de débats. Donc on discute beaucoup de religion, on discute beaucoup des dogmes catholiques, mais on est dans un climat quand même de tolérance où protestants et catholiques discutent beaucoup. Il a beaucoup d'amis protestants. Un de ses grands amis aussi, c'est un catholique, c'est l'archevêque Monseigneur Gibbons, qui était archevêque de Baltimore, qui a beaucoup fait pour bâtir l'église catholique américaine. Sa foi est ardente et elle reste toujours présente durant sa vie politique. C'est un homme plein de compassion et de charité, mais qui pour lui ne sont pas contradictoires avec la liberté d'entreprise. Charles-Joseph Bonaparte, aujourd'hui, a-t-il des descendants aux États-Unis ? Dernière question. Alors non, il n'a plus de descendants, il n'a pas eu d'enfant avec sa femme, on ne sait pas pourquoi. Voilà, il était extrêmement discret sur sa vie privée et intime. Et non, il n'y a plus de Bonaparte, il n'y a plus de Bonaparte américain de nos jours. Sa mémoire est portée quand même ? Moyennement. J'ai cité tout à l'heure Ronald Reagan, c'est le seul président américain, à ma connaissance, qui était Charles-Joseph Bonaparte et qui surtout avait voulu lui rendre hommage en organisant une exposition sur le FBI. Et Reagan, personnellement, avait tenu à ce que Bonaparte fût mentionné et mis à l'honneur. Merci beaucoup Daniel de Montplaisir. Raison de plus pour en parler justement. Charles-Joseph Bonaparte, c'est aux éditions Perrin, une biographie signée Daniel de Montplaisir. Et je vous remercie. À bientôt.